suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à... Chronique d'une exilée. How to save a life. The Fray. Mes amoureux, une petite surprise pour ce samedi. J'ai envie de faire durer le plaisir. Je vais donc vous parler de mon non-événement de la semaine. Ce qui m'étonne un peu dans la vie en général, et dans la politique en particulier, c'est que les gens ne prennent pas le temps de s'écouter. Nous sommes figés dans une posture où nous critiquons sans connaître véritablement les gens contre lesquels nous nous battons. Je vous assure, la preuve, c'est que j'ai pris le temps d'écouter et de parler avec Soro Guillaume. Oui, tout à fait, le même. Je vous assure, il a l'air au téléphone d'un gars qui s'est engoncé dans les protocoles, le genre de type à se sentir important parce qu'on lui en a donné l'occasion. Je ne lui manque pas de respect, je dis juste ce qui est. Il parle fort, fait certainement des gestes quand il parle, essayant d'emprunter un peu le charisme de Blé-Goudé Charles et un peu de la prestance de Laurent Gbagbo. Toutes ces années à la fessille et à la primature ne lui auront donc pas servi qu'à se servir d'une machette et à apprendre les codes de coffre-fort. Je suis au moins sûr d'une chose, ce que je pense de lui est exact, en tout point. Mais pour vous éclairer, voilà comment l'histoire s'est déroulée. J'arrive sur Twitter de manière officielle il y a 6 jours, et suite à un message d'un ami, je décide de faire de la publicité pour la chronique. Je tombe en suggestion sur Soro Guillaume et son fameux fil à suivre. Tous les LMP en parlent, c'est un ramassis d'inepties. Je m'abonne et j'ouvre le fil. Tout ce qu'on m'a dit est donc vrai ? Il est complètement accro à Twitter, un peu comme un enfant excité d'avoir reçu un boomerang pour Noël. Il tweete tout et n'importe quoi. Photos de ses enfants, balades dans le bois de Boulogne, ses déplacements à la limite jusqu'aux toilettes. J'en parle en rigolant à un ami journaliste qui me répond en m'envoyant un smiley ennuyé. Ce type est tombé dans l'estime de tous, et il essaye juste de tuer son ennui, je pense. En voilà une excellente occasion. Le matin même, je l'ai entendu sur RFI. Plus nul que lui, certainement le dragon d'Ouaga himself. Il botte en touche, ment à outrance, refuse de répondre à des questions dont les réponses se trouvent souvent dans l'énoncé pour les 3/4. Selon lui, Bartolone, de 21 ans son aîné, était son collègue, à l'UNEF que celui-ci n'a jamais dirigé, dont il n'a même jamais été dans les instances dirigeantes, lorsque lui, Soro, dirigeait la FESI. Selon lui encore, Michel Gbagbo, poète et écrivain de son état, a tué des gens. C'est un génocidaire et il mérite de rester en prison. Bien évidemment, Alassane n'a pas financé la rébellion, mais le RDR. C'est vrai, la différence est vraiment flagrante. Et j'en passe des meilleurs. Honnêtement, j'ai senti mon intelligence insultée. Je vais donc simplement le lui faire remarquer sur son Twitter. Voilà que se pointe la cavalerie composée de Alain Lobognon, gracieusement surnommé Frankenstein par les LMP, de certains anonymes et d'une vache à lait avec laquelle j'allais à l'école. Ils s'agglutinent sur ma petite personne. Le déroulement classique d'une conversation entre une personne intelligente et une bande de surexcités qui essayent de défendre Peter Pan contre la grande vilaine méchante Aiko Lala qui n'a qu'un clavier, contre un type qui a monté et entretenu une rébellion pendant 10 ans par lui-même, comme il l'a dit, qui a été Premier ministre sans diplôme pendant 5 ans et qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été gai comme conversation. Il me traitait de prostituée, d'incestueuse, de génocidaire, de cyber-génocidaire, d'avoir poussé à l'extinction des musulmans, parenthèse, je suis moi-même né musulmane, en passant, d'avoir brûlé des mosquées. Mais tout ce qu'ils ont obtenu, c'est d'attirer la curiosité de Peter Pan, au point de vouloir avoir malgré tout une conversation avec moi. Il me demande si je suis vraiment ce qu'on lui dit de moi. Je lui réponds que oui, je le suis, comme je suis sûr qu'il l'est ce qu'on me dit de lui, mais certainement à la puissance infinie le concernant. Il décide donc de me téléphoner lorsque je lui pose tout un tas de questions assez gênantes. Pourquoi a-t-il rejoint la rébellion ? Pourquoi a-t-il trahi Laurent Gbagbo ? Pourquoi Michel Gbagbo est-il toujours en prison ? Quel est le motif de son arrestation ? Pourquoi a-t-il refusé de dire qui avait financé la rébellion ? Pourquoi avoir menti sur Bartolone et lui ? Impossible pour lui de répondre sur Twitter sans se mettre dans de beaux draps. Il me téléphone et me parle pendant 3/4 d'heure, m'expliquant en gros le résumé de son livre et sa dictée apprise par cœur. Il a rejoint la rébellion de son propre chef, il ne suit personne, Gbagbo Laurent l'a trahi, il a été humilié un jour sur le pont, se faisant traiter d'étranger et se faisant humilier devant son épouse qui est bêtée, alors qu'on a laissé passer Thierry Légré parce qu'il était bêté, etc. Il dit cependant une chose qui attire mon attention. Il me dit, si Gbagbo avait été suffisamment malin pour quitter le pouvoir pour la paix de son pays, s'il avait appelé Hollande, François, pour lui dire « Camarade socialiste, j'ai gagné les élections, mais pour la paix, je préfère partir », il n'y aurait pas eu tout ça, et aujourd'hui la France ne serait pas gênée. À l'époque, Hollande n'était même pas encore candidat. On était à 2 ans des présidentielles en France. Comment Gbagbo aurait-il pu voir dans l'avenir et téléphoner à Hollande ? Lorsque quelqu'un ment, son plus grand problème est l'indicateur de temps. Impossible de se rappeler une date, une heure.
Donc, désolé Peter Pan, mais la France est gênée car elle s'est trop impliquée sous Sarkozy. Et aussi parce que Hollande le veuille ou non, c'est un président socialiste en exercice qui a été kidnappé par l'armée française le 11 avril 2011. 2. Donc Gbagbo a gagné les élections. C'était en réalité un autre genre de pression qu'on exerçait sur lui que le prétendu résultat de ces élections. On le menaçait de détruire son pays, de tuer les Ivoiriens et de lui mettre ça sur le dos. Parce qu'il n'a pas cédé au chantage, il est aujourd'hui à La Haye. 3. Il a aussi ajouté que, n'eût été son intervention, Gbagbo Laurent serait mort, ainsi que sa femme et ses enfants. Dois-je sincèrement lui dire que la vie de ceux-ci, et ils le savent eux-mêmes, ne vaut pas mieux que celle des milliers d'Ivoiriens morts en 2002, en 2004, en 2011 ? Oui, je lui réponds. Ils sont vivants, certes, mais s'ils étaient morts, cela leur aurait créé à eux, rebelles, plus de problèmes encore. Cela n'a rien à voir avec de la charité ou de la bonté. 4. Pour de la vanité, si je suis la raison principale de son raisonnement, pour de l'orgueil bafoué, il a brûlé un pays entier. Je termine avec son raisonnement sur l'humiliation. Je lui ai répondu à ça par mon expérience personnelle que j'ai vécue au palais présidentiel, où c'était le droit de cuissage et la préférence ethnique qui régnait en maître autour du président, et où il m'est arrivé de recevoir des propositions tellement répugnantes que je préférais m'en retourner les mains vides de tout contrat si c'était mon corps le prix à payer. Ce n'est pas pour autant que j'ai cessé d'aimer Gbagbo Laurent, et ce n'est pas pour autant que j'ai sauté rejoindre la rébellion et tué des milliers de gens. On m'a traité de petite djoula, on m'a soupçonné de trahison. On m'a parfois fait attendre debout pendant des heures, dehors, sous la pluie, avec un dossier en main, en sachant que j'étais quand même attendu par le président. On a même essayé de me voler mes employés, de me rudoyer comme une malpropre, parce que je n'appartenais pas à leur clan. Ce n'est pas pour autant que j'ai pris la tête de dozos et d'étrangers pour venir détruire et piller le pays de mes ancêtres et celui de mes enfants. Certes, mes enfants à moi ne vivront pas à Paris dans un appartement que paye l'État de Côte d'Ivoire. Certes, le champagne que j'achèterai, je sentirai mon porte-monnaie en souffrir parce que je ne peux pas me l'offrir tous les jours. Certes, je n'aurai pas la grosse Range Rover que je rêve d'avoir, pas avant 15 ans d'économie. Mais je préfère ça que d'envoyer des gens à l'abattoir pour pouvoir m'asseoir sur un fauteuil ensanglanté. Parce que finalement c'était ça, le but de tous ces petites gens. Pouvoir s'offrir ce qu'ils voyaient les autres s'offrir. Peu importe le prix à payer, puisque ce n'est pas le sang de leurs enfants qui coule. C'est celui des enfants de tous ces djoulas qui pensaient recevoir récompense pour leur fidélité, pour leur dévouement. Je vais leur dire à eux, et eux aussi à Soro Guillaume, une chose. Lorsqu'on fait un pacte avec le diable, il ne vous offre pas le paradis en échange, juste l'enfer. Aiko Lala. Chronique d'une exilée.